Je veux le faire parce que c'est une de nos actrices préférées. Je dis nous pour pas dire moi, en fait, mais c'est comme en nous, quoi. Et qui nous importe depuis des années, donc c'est toujours un honneur de te recevoir et une joie. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne l'aurait quand même pas fait si le film ne nous avait pas plu. Il y a eu un biais particulier, c'est que la co-monteuse du film, Sophie Mandonnet, est par ailleurs montreuilloise, et que ça va servir de raccourci aussi. Mais on peut quand même remercier Ed Vitam, représenté par Nathan là-bas, qui a servi de lien pour qu'on puisse faire venir Juliette aussi. Et puis, surtout, le film que vous allez voir est typiquement le genre d'œuvre qu'on a envie de défendre au Méliès, puisque pour le coup, c'est quand même vraiment un documentaire à la fois sur la danse, sur la création, sur le travail aussi, un travail parmi d'autres. Voilà, et que de ce point de vue, il nous paraissait extrêmement intéressant, généreux, j'allais dire. Et donc, on est très heureux de te recevoir sur ce film-là, qui est ton premier documentaire. Voilà. Merci pour ta présentation et ton accueil ici. J'ai habité quand j'étais toute petite, donc j'ai des liens très familiaux. Vous dire quoi avant que vous regardiez ce film? J'ai pas essayé de faire un film en vous prenant par la main et en vous expliquant ce qui se passe. J'ai fait un film pour que vous fassiez l'expérience auprès de nous, au plus près de nous, afin que d'aiguiser votre voilà, toutes les questions qu'on peut se poser lors d'une création. Et je vous ai montré un petit peu en pointillé ce qui peut se passer. Alors j'ai réduit 6 mois de travail en 1 heure, donc vous imaginez le casse-tête que ça peut être. Mais je n'essaie pas d'aller partout dans tous les recoins de tout ce qu'on a vécu, mais en tout cas de vous donner une sorte d'appétit à la création et à vous dire que finalement que tout est possible et que comme Akram et moi on était débutants d'un art différent, puisque Akram a voulu jouer et que moi j'ai voulu pas danser mais bouger. Si, quand même, on peut danser, je t'assure. Donc on est devenus débutants et vous verrez qu'on est complètement nuls, mais qu'au fur et à mesure on s'améliore. Et donc ça va peut-être vous donner des idées dans vos vies, c'est l'idée. Maintenant, je peux vous raconter aussi une petite histoire en présentation, comme on va se voir, on aura plus de temps pour voilà, développer tout ça. Mais j'étais en train de me faire masser à Londres, où je tournais, et il y a Souman, que vous allez voir, qui est la directrice des répétitions. J'avais la tête dans le trou de la table de massage, et elle me dit « Est-ce que tu veux danser ?» Et je dis bah, « Oui !» Vraiment sans penser aux conséquences. Et en fait, après avoir été massée, elle me dit « J'aimerais bien t'inviter au spectacle d'Akram Khan, qui se joue à Londres. » Donc je lui dis bah, « Avec plaisir, on a été ensemble. » Et quand j'ai vu le spectacle avec Akram, je me suis dit « Mais c'est dingue ce qu'il fait !» Et il tournait comme un fou, là, comme à l'infini. Et je me suis dit « Mais moi, je veux faire la même chose, en fait. » Donc ils m'ont proposé de travailler 2 jours, de faire des essais, voir si on pouvait s'entendre. Et après les 2 jours, on s'est dit ok, on se donne rendez-vous dans 2 ans, puisque lui était en tournée, moi j'étais en tournage. Et on a commencé les répétitions que vous allez voir. Donc je vous ai fait vraiment l'introduction du film, mais aussi vous dire que quand Robert Redford, parce qu'on est parti en tournée pendant... on a joué le spectacle 120 fois, donc on est parti en tournée un peu partout. Et on est allé à New York et Robert Redford a vu le spectacle et il m'a dit le doigt pointé sur mon visage, il faut faire un film de ce spectacle. Bon là, j'ai obéi, j'ai fait le film sur le spectacle. Il faut toujours obéir à Robert Redford. Et par toutes sortes de circonstances différentes, j'ai réussi à le faire 18 ans après, mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Donc, bon visionnage et on se verra après la projection. La projection. Merci Juliette Binoche.
Juliette Binoche et la co-monteuse Sophie Mondelet. Voilà, j'ai pas voulu te corriger tout à l'heure, mais quand tout à l'heure tu disais non mais je danse pas vraiment, je bouge. Moi j'aimerais bien bouger comme ça, je t'assure. Oui, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Non, c'est quand même un Enfin, je vrai... danse pas comme une danseuse, je danse comme une actrice, voilà, c'est ça. Oui, alors je t'assure qu'il y a plein d'actrices qui danseraient pas non plus comme ça. Je ne vais pas donner des noms, mais vous leviez la main. Il y a déjà une question. Voilà. Non, mais au contraire. Si on n'aimait pas l'émotion, on dirait que je n'avais pas une salle de cinéma. Un grand bravo, Juliette. Je suis bouleversée par ce que j'ai vu parce que moi, je suis désolée. Je suis danseuse professionnelle et je me suis entraînée, enfin, je vis de mon métier depuis 20 ans. Et c'est une des plus belles pièces que j'ai vues, tellement c'est authentique, sensible, humain. Enfin, j'ai rarement vu un travail comme ça. Je pense que la dernière fois que j'ai vu une pièce, c'était d'Alain Platel, qui m'a complètement submergée. Vous avez fait, j'aurais aimé le voir en vrai, mais déjà de le voir là, c'était incroyable. Vous avez fait un travail remarquable avec Akram. C'est vraiment grand bravo. Et vous dites ne pas être une danseuse. J'ai profité chaque seconde et en même temps, je me disais quel training elle a eu pour avoir cette précision, ce contrôle, ces appuis, enfin toute cette technique. Moi, je la vois au millimètre et je me dis waouh, vous êtes vraiment incroyable actrice et incroyable danseuse. Merci. C'est pas mal comme première intervention. Non, cela dit, je veux bien que tu nous racontes ce qu'on ne voit pas dans le documentaire. Après, on parlera du film lui-même. Mais c'est-à-dire, j'imagine qu'en complément de ce qu'on voit dans le film, toi, tu as dû avoir, parce que tu as privilégié dans le film la relation de duo, de couple, mais toi, tu as dû avoir un entraînement spécifique pour faire en sorte d'intégrer des gestes juste toi, puisqu'en face de toi, tu avais un vrai danseur professionnel virtuose. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas dans le film et qui relèvent de cette pratique-là, j'allais dire sportive? Au début, on voit que tu as des problèmes de respiration, que... Et donc... Non, alors évidemment, il y avait l'idée peut-être de mettre des moments d'entraînement avec Souman, aussi pour donner de la place à Souman. Mais très vite, comme on a dû vraiment concentrer tout, parce qu'on avait, pour le documentaire, on avait 1 heure, puisque 2 heures de film, c'est déjà très long. Et puis ça devenait plus classique, plus conventionnel quelque part, parce qu'on les a souvent, ces scènes de répétition. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on a eu 9 heures de film monté. Demain, projection de la version longue du film. Non, parce que j'ai eu le privilège de travailler avec Sophie, qui habite ici à Montreuil. Et avant ça, j'ai travaillé avec Sophie Brunet. Et donc, j'ai fait tout un travail avec Sophie Brunet. Et après, quand Sophie, à un moment donné, est arrivée sur le projet, c'était un regard neuf et c'était très porteur. Parce que d'avoir un regard neuf, c'est vraiment un cadeau pour un réalisateur, parce qu'il y a l'idée de se remettre en question, des choses qui ne se remettent pas du tout en question, et des choses qui peuvent se remettre en question. Et donc, on a fait tout un travail de ciblage, quelque part. Mais tu peux en parler peut-être, Sophie? Oui, alors je vais parler de montage. Oui, c'est sûr que le plus dur à garder dans un montage, surtout quand ça dure longtemps, c'est le recul, quoi. Donc moi, c'est sûr que j'avais le beau rôle. Je suis arrivée, il y avait 2 heures. Enfin, la partie, moi, en fait, j'ai travaillé que sur la partie documentaire. Donc la première partie. Quand je suis arrivée, elle durait à peu près 2 heures. Et donc, évidemment, j'ai eu le beau rôle parce que j'étais complètement extérieure. J'avais aussi dit, oui, que je ne voulais pas voir la captation. Parce que je préférais découvrir le documentaire sans avoir vu le spectacle. Et ça, je pense que c'était aussi plutôt bien, même si, au bout d'un moment, voilà, j'ai regardé, parce qu'il y a un moment aussi, c'était quand même bien de savoir ce qui allait bien après.
Et donc, moi, sur tout ce que j'ai vu, il y avait déjà plein de très belles séquences, très fortes, qui sont des fois intactes dans ce que vous avez vu. Mais c'était surtout un manque de... C'est surtout de la narration, moi, que j'ai essayé d'apporter, parce que c'est ce que je trouvais qui manquait un petit peu. C'est-à-dire qu'on était un peu perdu dans le temps, on était immergé comme ça dans un travail très passionnant, mais en même temps, on ne savait pas trop où on en était du travail, s'il y avait... il n'y avait pas de fil tendu, quoi. Je trouvais un peu. Et donc, moi, c'est un peu là-dessus que j'ai essayé de travailler. Et donc, une des idées qui m'est apparue, mais qui n'était pas, pour moi, assez claire dans ce que j'ai vu, c'était le mur, l'idée du mur. C'est-à-dire qu'il y avait Akram qui, à un moment, disait « Ah, et s'il y avait un mur ?» Puis après, ce mur, on le voyait plus ou moins, mais il n'était pas... Et donc là, j'ai essayé, donc je ne sais pas si ça marche, mais moi, j'ai l'impression que oui, mais je ne sais pas si pour des regards encore plus extérieurs qui sont les vôtres maintenant, l'idée que ce mur, c'est une progression, donc forcément ça donne une temporalité, puisqu'il y a d'abord l'idée, la première idée, puis ensuite on les voit répéter sur un mur un peu beige, qui est provisoire, puis on le peint en rouge, et puis à la fin il y a ce mur énorme. Voilà. Ça marche très bien. Super. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y avait une petite séquence en voiture. C'était le seul moment où on avait une temporalité qui nous était donnée, où Juliette disait il ne reste plus qu'une semaine de répétition, et il y a plein de choses qui ne vont pas, donc notamment l'histoire du plaquage contre le mur. Et donc il y avait en sorte un peu une petite panique comme ça, et donc ça d'un coup ça tendait un peu le récit, et en même temps c'était un peu particulier parce que c'était un peu sous forme d'interview. Enfin, pas d'interview, on ne savait pas trop à qui tu parlais. Bon, bref. Et donc, moi, je m'étais dit, il en faudrait peut-être d'autres des moments comme ça. Donc, on a été en chercher. Mais au finalement, on a tout retiré, y compris ce premier moment que j'avais vu. Parce que finalement, il n'y avait plus. Bon, déjà, il y avait l'histoire qu'il fallait couper, qu'il fallait réduire. Puis finalement, il n'y avait plus tellement besoin. Une fois que ça tenait, une fois qu'il y avait un vrai récit, finalement, il n'y avait plus besoin de. Moi, je dis, c'est un peu comme une maison qu'on construit, c'est-à-dire on met des étais quand ça ne tient pas bien. Puis une fois qu'elle tient bien, on peut tout retirer et ça fonctionne. Donc voilà, c'est un petit peu le travail que j'ai fait sur ce film. Alors Juliette, tu disais tout à l'heure en introduction que ce qui t'intéressait, c'était vraiment le processus créatif dans cette première partie, de savoir comment on arrive au spectacle qui suit. Ce qu'on découvre dans la deuxième partie, c'est que tu as été assez sélective. Vous avez été avec Sophie assez sélective parce qu'il y a des tas de séquences. Je pense par exemple à la séquence quasi burlesque du quotidien routinier, c'est-à-dire on mange à table, on va aux toilettes, etc., qui n'apparaissent pas du tout dans la première partie. Et c'est tant mieux, j'allais dire, du coup ça donne une espèce de puissance de redécouverte du spectacle et d'enjeux autres sur le rapport au couple. Comment vous avez choisi d'écarter certaines choses pour ne pas les dévoiler dans la première partie? Est-ce que ça s'est passé comme ça ou est-ce que c'est lié au tournage? Elle n'est pas écartée, puisqu'à un moment donné, il y a Léos qui dit... D'où vient ce Léos? Akram Khan, Karatz, tu vois, il y a un A, je sais pas, c'est un gars, donc, parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps, en plus on a dîné ensemble, donc c'est frais dans ma mémoire. Mais non, il y a un moment donné, Akram dit il manque un moment de retournement. Et je dis à ce moment-là, oui, je ressens exactement la même chose. Ouais. Et on montre une toute petite partie, mais il y a une petite impro, je fais j'en ai marre. Et en fait, c'est cette scène-là. Mais on l'a évidemment développée en répétition. Mais ça existe. Parce que, justement, à ce moment-là du film, il n'y en avait pas, on n'avait rien. Et moi, je trouvais que c'était un moment du film où on n'arrivait pas à faire le lien. Et moi, intérieurement, en sachant qu'on avait eu ces questions-là, ça me gênait que le spectateur n'ait pas cette marche-là. Et ce qui a été difficile pour moi sur le montage, c'est le début du film, qui me posait, mais c'était un casse-tête pour moi, parce qu'il fallait avoir un moyen pour le spectateur de rentrer dans l'histoire. Mais je ne voulais pas être explicative. Donc, j'avais mis des cartons
avec un baratin qui expliquait un peu telle année, à Cramois, on ne se connaissait pas. Et puis, en fait, c'était tellement rébarbatif d'avoir 2 cartons au début, de commencer comme ça. Je disais, mais c'est vraiment pas sexy ce truc. Hein. Et on n'est plus au temps des films muets, donc je dis, et puis, et en fait, Noé Debré qui est venu, parce que j'étais dans ces questions-là, on n'avait pas trouvé la solution, parce qu'à un moment donné, j'avais trouvé une phrase de la Bible de Zacharie qui disait la force, c'est l'esprit, c'est pas la force, et je trouvais que c'était tout à fait papier en prince. Je me suis dit, allez, on se rembraille, on n'a pas possible. Et donc, Noé Debré me dit, mais en fait, pourquoi tu ne fais pas une petite voix off au départ? Et ça m'a semblé vraiment une façon de rentrer dans. C'est pour ça que je l'ai fait en anglais et en français. On s'est trituré la tête pour savoir ce qu'on gardait, ce qu'on mettait, ce qu'on mettait pas. Et donc vous avez la quintessence de ces mois de travail sur la voix off. Mais aussi, c'était pas seulement ça, c'était pour pas perdre le spectateur et qu'il puisse suivre les pas. Comme on a commencé comme débutant, alors je trouvais un ours à bouger dans tous les sens au début, être vraiment comme une sculpture qui n'est pas encore sculptée, quoi, un peu lourde. Et c'était important d'avoir ces passages-là parce que si on passait trop vite à un autre temps d'évolution, eh ben, quelque part je perdais le spectateur. Et donc de ne pas rater le début, c'était vraiment pour moi le plus difficile. Mais je crois qu'on a réussi, mais on s'est bien pris la tête. Ce qui est drôle, c'est que tu refuses cette facilité-là d'une voix off continue ou plus longue, et tu refuses aussi un truc qu'auraient fait plein de gens, c'est-à-dire un compte à rebours. Enfin, voilà, il ne reste plus que 12 jours, 4 jours, 2 jours. Et on m'a demandé, parfois quand on montrait le film, mais pourquoi tu ne mets pas juste moins machin, ou le mois de décembre, le truc, ouais, c'est évident. Ouais. En fait, moi, je veux que le spectateur, il oublie tout ça, il soit dedans, et qu'il soit dans la création, qu'il soit créateur lui-même. C'est ça qui me passionnait le plus, parce que, comme j'avais dit tout à l'heure, ma sœur avait fait un film, elle-même, un documentaire de 30 minutes qui explique super bien, mais c'est pas ça que je ne voulais pas que le spectateur ait cette expérience-là. Le film tel qu'il est aujourd'hui, il respecte la chronologie du travail. Je dis ça parce que très tôt dans le film, quand même, intervient la question du toucher, du rapport à l'autre, du rapport à la sexualité aussi. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Il y a quand même un crâne qui dit on va quand même pas finir par faire l'amour sur scène. Il y a un truc comme ça très très immédiat. J'étais très inquiet parce que c'est vrai que même s'ils touchent des corps tout le temps, en tant que danseur, vous êtes sans arrêt en train les uns sur les autres, à vous toucher dans tous les sens. Mais tout d'un coup, de toucher tout d'un coup avec une intention et une émotion, alors ça c'est une autre histoire. Parce que comme il faut y croire, et ben à la fin de la journée on se dit mais en fait c'est qui mon amoureuse? On ne fait plus la différence. Et ça c'est très difficile et c'est pour ça souvent les jeunes acteurs on se prend les pieds dans le tapis parce qu'on croit que finalement la fiction c'est la réalité, puisque je ressens ça. Mais en fait non, et petit à petit on apprend à faire une sorte de comprendre que ça fait partie de notre système de foi, quoi, qu'on y croit et que les cellules se transforment et apprendre qu'il y a une distance à avoir à un moment donné. Et ce qui est très beau, c'est que du coup, ça ouvre le film parce que c'est une question centrale. Enfin, on découvre à ce moment-là. Et c'est le premier jour. Hein. Et oui, c'est le premier jour que vous voyez au début du film. Ouais, c'est pas le premier, c'est le deuxième, quoi. Parce que dès le départ, d'abord on ne se connaissait pas. Donc se toucher, c'est un truc mais énorme. Mais je trouve que le fait qu'elle ait été un peu notre entrepreneuse, comme on dit. Ouais. nous a aidés parce qu'il a fallu plonger dans la difficulté. Ouais. Et pour lui aussi, on avait la permission difficile, mais de le faire. Donc, on savait qu'on était dans un travail. Et ce qui est très beau, c'est que ça, c'est tout le début. Mais en fait, il y a une difficulté en un sens plus grande encore, et peut-être pour un crâne encore plus, qui est de parler de soi, de son histoire. Non, parce qu'il le fait souvent dans ses spectacles. Il le fait souvent ? Oui, il l'a déjà fait dans ses spectacles, et c'est ce qui l'intéresse d'ailleurs, mais de parler de la trahison du père, ça c'était très difficile. Oui, parce que là c'est tout aussi intime en un sens. C'était intime, et en salle de répétition il n'y avait pas de souci, mais dans le spectacle en fait,
il a enlevé ça. Ah oui. Parce que son père était vivant à l'époque et qu'il voulait le protéger. Mais il l'a écrit quand même. Et je lui ai demandé, évidemment, avant de monter, est-ce que c'est OK pour toi si je mets l'histoire de ton père? Et comme il en avait déjà parlé dans les interviews après, il était d'accord. Dernière question pour Sophie avant de vous passer la parole. Il y a un truc très beau dans le film, c'est qu'évidemment c'est quand même l'histoire d'une double initiation, enfin d'une double première, d'un nouvel apprentissage. Pour toi la danse, et je t'assure que tu es danseuse, et pour lui le jeu, l'acting quoi. Or on a l'impression que ça recoupe des enjeux de mise en scène et de cinéma documentaire aussi, parce que pour le coup la danse, ça se filme quand même plutôt dans des plans moyens, donc des plans plus larges où on voit le corps en entier, et puis tout à coup, le jeu, il implique d'être souvent plus proche des personnages. Et donc on a l'impression que cette tension entre le jeu et la danse recoupe une tension de mise en scène. Tout à fait, c'est vrai. Comme... C'est une bonne analyse. Vas-y. Non, vas-y, je t'en prie, comme tu peux prendre la parole maintenant. Oui, en fait, moi on avait avec Sophie Bonnet, puisque c'est avec Sophie que j'ai monté la captation, on avait 8 heures à peu près de rush. Mais c'est vrai, le fait d'avoir les mouvements, déjà encore dans mon corps, parce je le connais par cœur, fait que le montage il était très organique pour moi. Et par rapport à l'émotion, Sophie avait plutôt envie de se rapprocher souvent et moi je ne voulais pas. Parce que je voulais qu'on puisse voir le corps. Donc de choisir des moments voulus où on voit effectivement pour suivre l'émotion de l'histoire, de ce qui se raconte. Mais j'ai résisté en fait, parce que tout d'un coup, le gros plan devient beaucoup plus fort, le fait qu'on n'en ait pas beaucoup. Et comment? Oui, c'est ça. Ouais. Et puis les plans de Marion, de ma sœur, étaient comme elle a aimé être pendant les répétitions, où elle a filmé ce qu'elle a eu envie, elle est venue 37 jours nous filmer. Quand je lui ai demandé de filmer la captation, elle était déjà avec nous. Donc c'était pas filmé d'extérieur quelque part, c'était filmé de cette... Bon d'abord parce qu'on est sœurs, ça c'est une chose, mais aussi elle a un rapport d'amitié avec Akram. Et donc on le ressent, je trouve, dans ces images, cette sensualité-là, cet amour-là qu'elle a donné en filmant. En tout cas, moi qui adore la danse live, je trouve qu'elle est très très souvent mal filmée et que là, je suis vraiment dans le spectacle parce qu'il y a ce jeu d'interaction entre la danse et le cinéma, grâce à ces changements d'échelle. Qui veut pas vous poser une question? Merci Madame Binoche de nous avoir fait ce cadeau ce soir. Au début du spectacle, vous faites le récit de votre rencontre à 14 ans avec un jeune homme. Et vous dites, la peur est une malédiction. Et je voulais savoir comment êtes-vous allé au-delà de cette peur. Merci. En fait, c'est une histoire qui m'est vraiment arrivée. Ma mère, elle faisait des croix sur les films que je devais aller voir. Je montais à Paris et j'allais au cinéma tout l'été. Et j'allais faire de la danse quand même. J'allais prendre des cours de danse. C'était au Carré du Temple, comme ça, il y avait des cours de danse. Donc à 14 ans, j'allais prendre quelques cours et elle avait marqué Casanova Fini. Donc je vais voir le film que ma mère m'a proposé d'aller voir. Et j'étais en train de voir le film et je vois 2 hommes en face de moi un peu plus loin et je tombe amoureuse du profil perdu de l'homme de gauche. Et donc je suis omnubilée par cet homme et je regarde le film en même temps qui me fait monter mes testostérones à bloc. Et à la fin du film, il sort, je le suis, j'attends qu'il dise au revoir à son copain. Il va, et c'est un homme de 25-30 ans, je dirais, moi j'en ai 14 quand même. Et je vais dans le métro, je le suis dans le métro, il change de train, je change de train, j'étais vraiment comme un agent secret. Il a porté plainte d'ailleurs. Il sort du métro, je le suis, et il marche super vite parce qu'il est assez grand, et avec ses grandes jambes. Et je le course, et je lui dis, je voudrais vivre avec vous.
Et il me dit, ah ben, donc ça va pas être possible parce qu'en fait, je suis occupée, je m'en vais. Il dit, non, non, mais je veux vivre avec vous. Voilà, je suis épris, je veux vivre avec vous. Il m'a dit, mais moi, je vais chez des amis. Je ne pense pas que vous puissiez venir parce que je vais à une fête. J'ai dit, bah, je vais venir à la fête, c'est pas grave. Et il me dit, bon, bah d'accord. Et à ce moment-là, quand il m'a dit oui, je pars dans l'autre sens et je cours rejoindre la bouche de métro. Et donc, quand j'ai écrit ce texte, qui m'est une expérience qui m'est arrivée, effectivement, quand on est vraiment en phase avec son désir, il y a quelque chose d'extrêmement pur là-dedans. On ne pense pas aux conséquences, on a quelque chose qui est tellement fort qui vous prend, et c'est ça qui vous emmène. Et en fait, quand on écrit, on ne sait pas forcément ce qu'on écrit. Ça vient d'un moment, et c'est pour ça que j'en parle dans le film, où on démarre de la sensation. On démarre d'un endroit qui est caché en nous, dans lequel il faut descendre et prendre racine. Et à ce moment-là, les choses viennent. L'écriture, le mouvement de la danse, le jeu, mais aussi la musique, la peinture, tous les arts, et je dirais même de notre vie. On devrait être toujours en relation avec ce qu'on ressent. Donc, Fear is a curse, je pense que ça peut être une damnation. Et c'est à nous de la traverser, de la retourner. Et on a cette possibilité-là parce qu'on a toutes les transformations possibles en nous. Au passage, puisque vous arrêtez sur cette question, aujourd'hui, montrer qu'on peut avoir une espèce de pulsion ou de désir à 14 ans quand on est une jeune femme, c'est quand même pas complètement évident de le raconter ça. Et donc, tu dis que tu plonges dans toi. Ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, on a fait ce spectacle-là il y a 18 ans à peu près. Comme tous les thèmes, entre MeToo, au cinéma, on n'a plus le droit de se toucher, il faut passer par un coordinateur. Hein. Et là, donc, tous les sujets, disons, du spectacle sont encore très actuels et ont une signification. Donc voilà, on était un peu en avance sur notre temps. Ouais. Une autre question ou réaction? Oui. Les gens qui posent des questions se mettent au premier rang, c'est comme ça. Bonsoir, merci beaucoup. Je ne suis pas du tout danseuse professionnelle. Je fais plutôt de la danse contemporaine devant mon miroir avec la musique que j'aime. Et là, en tant qu'amatrice, j'ai été complètement transportée aussi par votre film. Je sais que quand vous aviez fait ces représentations-là, il y a donc quelques années, j'avais pas pu aller voir le spectacle, mais j'avais vu que vous aviez fait cette prestation-là et je m'étais dit c'est incroyable, c'est de la danse contemporaine, donc c'est pas comme une comédie musicale, c'est encore autre chose. J'ai l'impression que c'est très personnel, intime, c'est un lâcher-prise qu'on trouve peut-être pas dans certaines comédies musicales. Et donc je voulais juste vous dire merci de peut-être démocratiser la danse contemporaine ou de nous la rendre un peu plus accessible. Nous qui ne sommes pas ni danseurs ni acteurs, mais on est juste vibrer sur un son ou ressentir notre corps sur une émotion ou de la musique. Et là, j'ai vraiment été transportée par votre film, par la partie aussi du début où on se rend compte de l'effort que ça représente, des doutes aussi, des ratés, et toute l'évolution, et se dire, je crois qu'à un moment donné, vous dites, oui, tout est possible, on peut y arriver, et vous le démontrez à travers ce film. Donc je voulais juste vous dire merci pour peut-être plein de jeunes, ou de moins jeunes d'ailleurs, qui vont peut-être avoir osé un peu plus danser dans la rue, danser peut-être déjà devant leur miroir chez eux. Et je pense que ce film va y contribuer. Donc vraiment merci beaucoup. Merci. Merci. D'autres questions ou réactions? Oui. Ici, on a entendu le micro. Sauf erreur, dans la première partie, quand on parle du récit du spectacle, on laisse quand même plutôt entendre que ça va être progressivement la constitution, puis le délitement d'un couple, et que du coup, ça pourrait finir sur une déchirure. Or, dans ce qu'on voit du spectacle, il y a bien ça, il y a du conflit qui rentre en ligne de compte, mais ça finit pas comme ça. Pourquoi c'était important que le spectacle
se termine quand même sur une forme de réconciliation. Parce que la violence est à transformer et que l'amour le permet, et apprendre l'amour, c'est une des raisons pour lesquelles on est ici, enfin, d'apprendre à aimer, parce que c'est pas évident, parce qu'on arrive justement avec sa fougue, sa volonté, ses désirs, mais après dans la réalité, dans le quotidien, c'est souvent fait apparaître le quotidien, les démons, enfin les blocages, ou les doutes, ou les fragilités, et à ce moment-là, c'est quand, quelque part, quand on lâche, c'est-à-dire quand presque on est au pied du mur. C'est pour ça aussi que le mur est si important, parce que symboliquement, c'est vraiment qu'on n'a plus de solution, on ne sait plus où aller, quoi faire, parce qu'on est perdu, tout ce qu'on croyait, tous les efforts qu'on a fait et tout, ça ne marche pas. Et à un moment donné, il y a quelque chose d'autre qui naît en soi, et qui est la grâce de l'amour, qui fait que on arrive à aimer différemment, parce qu'on a lâché toutes les empreintes de l'éducation et des attentes, ou des projections qu'on peut avoir. Donc c'est vrai que c'est moi qui ai poussé à développer ce thème-là, parce que j'étais dans cette réflexion-là à ce moment-là. Et Akram, il avait une vie, il était marié, enfin, il avait une vie, on va dire, un peu carrée, où il ne voyait pas du tout quels étaient les possibles problèmes dans une relation, alors que moi j'étais dans une espèce de tempête de tout ça. Mais par contre, sa tempête à lui, c'est ce qu'il dit dans le film, c'est sa relation à son père. Donc il avait envie d'explorer ça et d'essayer de comprendre d'où ça venait, d'où venait l'interdit en fait de cette relation d'amour avec cette fille blanche, puisqu'il avait été interdit, il a été même menacé avec cette possibilité-là. Bonsoir, merci beaucoup. J'aimerais bien revenir à la partie documentaire que je trouve extrêmement bien montée. Et aussi la musique marche super bien. Je me suis demandé est-ce que vous aviez de la musique tout le temps pendant les répétitions ou non? Et j'ai une autre question. Alors attendez, je réponds à la première parce que souvent oui, quand il y a une deuxième, j'oublie la première. Autant faire comme ça. En fait, oui, Akram arrivait avec des musiques, j'arrivais avec des musiques, et c'était une façon de partager nos goûts. Mais évidemment, pendant le montage, déjà il a fallu acheter les droits des musiques, on s'imagine, retrouver les musiques, essayer de comprendre d'où elles viennent, et puis parfois on n'arrivait pas à deviner, mais il y a des spécialistes, donc on est quand même arrivé. Et il y avait 2 musiques qui étaient trop chères. Donc, il a fallu les remplacer. Et donc, c'était super compliqué parce qu'il fallait le même rythme. On fait comment? Mais j'ai une recréation. Comment? Pas de recréation musicale par-dessus. Pas dans la première partie du documentaire. Et Philippe Shepard, qui est le compositeur du spectacle, lui nous a donné une musique propre, si je puis dire. Et nous, sur la captation, on a refait tout. Les pas, les respirations, certains dialogues, parce que pour avoir une musique la meilleure possible, on ne pouvait pas avoir une musique qui est découpée comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis même la qualité du son n'était pas assez bonne. Mais pour le documentaire, ça a été un casse-tête. Nino Rota, c'était hyper cher. Donc on a trouvé une autre musique qui allait très très bien. Et puis on avait Nirvana, donc on oublie. Donc on a trouvé une autre musique qui marche très très bien. Mais c'est juste un petit secret, on a dû décélérer un tout petit peu ou augmenter. Enfin, il y a un truc qu'on a un tout petit peu changé pour que les pas soient en rythme. Parce qu'essayer de trouver exactement le même rythme, c'est un casse-tête. Mais c'est pas une musique que Philippe Shepard il a fait pour le documentaire? Alors pour le documentaire, il en a fait 2. Ouais, c'est ça. Il a remplacé celle qui était trop chère. Non, c'est la musique où je suis essoufflée. Ouais, c'est lui qui l'a fait. Non, celle qui remplace là, non. Et celle de Nino Rota, c'est une musique. Ah d'accord.
Et la deuxième question. Et la deuxième, à quel moment a pris la place ce potentiel projet de faire un documentaire? Parce que vu que vous dites que c'était vraiment la première rencontre, jour 1, vous avez décidé de mettre une caméra là, c'est pas anodin, et même le rapport au corps, le rapport à l'autre, quand on est filmé, il est différent parce qu'on... Alors, vous voulez parler des répétitions. Oui. J'ai cru comprendre dans ce que vous disiez que la chef opératrice, qui est votre sœur, voilà, était là dès le jour 1, dès la rencontre 1. Non, parce qu'il y a 2 caméras. Ah. Il y a une caméra de ma sœur qui est réalisatrice et qui faisait ses films. Elle a fait 2 films. Un film qui s'appelle L'actrice et le danseur, de 30 minutes pour Arte. Et un autre film, un portrait de moi, où on voit plusieurs choses et on nous voit un peu en répétition. Mais en fait, elle est tellement filmée, elle a tourné 37 jours en tout, sur les 6 mois, et elle m'a dit j'ai un nombre de roches insensé, j'ai pu me utiliser qu'une toute petite partie, et elle le regrettait. Mais quand elle m'a dit ça, je ne pensais pas du tout à faire un documentaire. En fait, quand Robert Redford m'a fait il faut faire un film de cette captation, je pensais à la captation. Et en fait, quand j'ai rencontré ce producteur, ce financier, cette productrice qui m'ont dit on aimerait bien faire quelque chose avec vous, à ce moment-là, j'ai pensé, avant le rendez-vous, de leur proposer la captation et leur proposer un documentaire. Je réunirai toutes les roches et aussi de la caméra de travail que vous voyez, qu'on regarde sur le petit truc, où j'avais 200 heures de roches, ce qui est énorme. Et donc, j'ai réuni tout ça. Marion m'a confié ses rushs et j'ai monté avec mes deux monteuses. Les deux Sophie. Du coup, il faut que tu racontes comment tu as rencontré l'autre Sophie parce que c'est assez beau. Ah, Sophie Brunet. Ouais. En fait, prêt pour du romanesque, c'est la vie, hein. La vie est toujours faite de ça. Comme ça. En fait, on m'a proposé de jouer dans une série télévisée à Atlanta qui s'appelait Staircase. Et on peut voir en ce moment, c'est sur Netflix. Oui. Et il y a un documentaire qui a été fait donc par Jean-Xavier de l'Estrade, monté par Sophie. Oui. Ah oui, évidemment. Monté par Sophie. Non, c'est parce que j'ai des doutes, parce que parfois elle n'a pas monté avec Jean-Xavier. Enfin, elle faisait partie de l'équipe de montage, mais elle était vraiment la chef monteuse. Parce que comme c'était des heures et des heures et des heures de roche, donc c'était plusieurs. Et donc, le metteur en scène, le showrunner américain, m'a proposé de jouer Sophie Brunet dans sa série télévisée sur comment, l'histoire de Michael Peterson, qui est cet homme qui a été mis en prison, qui a été accusé de crime. Et donc, j'ai donc joué Sophie Brunet avant de travailler avec elle. Mais donc je l'ai appelée, je lui ai demandé de la rencontrer, et il s'est trouvé que j'ai fait un film de 30 minutes de Michel Oslo. Oui, sur Michel Oslo. Oui, sur Michel Oslo. Kirikou, vous dites quelque chose? Kirikou. Bon, bref, et 30 minutes d'interview, et j'ai dit à Sophie, est-ce que tu veux bien, c'était ma façon de préparer le film aussi, est-ce que tu veux bien monter avec moi? J'ai 8-9 jours, est-ce que tu es OK? Donc elle appelle Jean-Xavier, elle dit est-ce que c'est possible que je prenne 8 jours pour travailler avec Juliette, parce qu'elle prépare son film et c'est une façon de nous connaître. Donc on a travaillé ensemble pendant ces 9 jours, on a fait ce film-là. Avant que tu joues son rôle. Avant que je joue son rôle, oui. Et puis on est resté en contact, on est devenus amis, et c'est pour ça que je l'ai appelé en premier lieu pour monter mon film. Mais alors, ce que tu racontes pas, quand même, je pense qu'il faut raconter de très romanesque, c'est que donc Sophie, donc, qui est une amie à moi, et que je connaissais donc, déjà très bien à cette époque-là, quand elle a monté donc, la série documentaire The Staircase, qui est géniale, que je vous recommande de voir, qui suit toute cette enquête, le procès, tout sur cet homme accusé d'avoir tué sa femme.
et dont on ne sait pas, qui a été condamné, mais voilà, il y a quand même un gros doute. Puis après, elle a été libérée, enfin, je vous passe les étapes. Donc Sophie, en montant ce documentaire, où pareil, il y avait énormément de rush. Et donc c'est quelque chose que nous, monteuses, on connaît, c'est que quand on monte un documentaire, on a l'impression de connaître les gens. Parce qu'on voit énormément, enfin, on voit beaucoup d'eux dans tous ces rushs qu'on regarde. Évidemment, quand il y a le film, il ne reste plus grand-chose, mais voilà, on a vraiment l'impression de les connaître. Et donc Sophie, à l'époque, quand il a été condamné à perpétuité dans un premier temps, elle était convaincue qu'il était innocent. Et donc, je me souviens, elle était effondrée. Donc elle lui a écrit, bon bref, je vous passe les étapes, elle lui a écrit, elle est tombée amoureuse de lui, elle allait le voir en prison. Quand il est sorti de prison, ils ont un petit peu eu une histoire, bon finalement ça n'a rien donné. Mais bon, c'est cette histoire-là qui est incroyable. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'elle a un rôle dans la fiction. Parce que cette histoire, il y avait eu des articles, parce que c'est quand même étonnant quoi, comme histoire. Mais voilà. Donc, la mort du montage. Oui. Bonsoir, merci beaucoup, j'ai adoré. La première demi-heure, j'étais perdue, je me disais mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah oui, c'est ça. Mais c'est la même chose que quand on crée. On est complètement perdu. On ne sait pas où ça va, mais on y va. Mais exactement, ouais, et ça. vous y allez. Et après, j'ai été, je pense, comme toute la salle, scotchée. J'étais là, mais il nous raconte une telle profondeur, intimité, lien. Vous êtes tout le temps liés, constamment. Et même quand ça dérape, pour lui, vous le rattrapez. Et vous continuez à rester proche de lui, c'était hyper émouvant. Qu'est-ce qui a été le plus difficile parce que vous avez commis en scène, comment ça s'est passé, le fait d'être à l'intérieur, à deux, à quel moment, quel a été le plus gros obstacle que vous avez pu franchir avant d'arriver à ce spectacle? C'est comme un parcours de plein de paysages différents. Donc il y a eu plein de difficultés de passage. Il y a eu une frustration parce que j'avais beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, mais mon corps ne suivait pas. Donc c'était frustrant. Puis au bout d'un moment de l'entraînement, j'ai pu trouver une nouvelle force, on va dire. Mais il y a eu des moments de patience où il fallait terriblement patienter par rapport à soi, mais aussi par rapport à l'autre, parce qu'il a un rythme différent, des envies différentes, donc s'adapter à toutes les situations possibles, et puis de savoir où on va naviguer. Et le fait que je vienne avec pas mal de textes, parce que ça me venait facilement, ça l'a un peu paniqué, et Souman aussi, et il y avait la peur. Est-ce qu'il n'y avait pas la peur à un moment donné que j'ai une certaine mainmise parce que je parlais à la première personne et que ça démarrait Casanova. Enfin, il y a toutes ces étapes qui sont forcément difficiles, où il faut avoir la patience et la confiance qui viennent. C'est pour ça que les allers-retours de Suzanne Batson ont été hyper importants, parce que c'était un peu notre encre, notre racine, parce qu'elle a une telle exigence de vérité. Et pour moi, c'était hyper important, parce que je la connaissais d'avant et je l'avais fait venir, parce que aussi, devenir acteur en 6 mois, c'est compliqué, quoi. Et je savais qu'avec Accra, avec Suzanne, on allait plonger dedans. Elle n'allait pas lâcher l'affaire. Et moi, j'avais besoin de ça, pour être sûre qu'on soit sur la bonne voie. Et puis il y avait Souman avec l'entraînement, qui était quand même, qui jouait notre œil extérieur de temps en temps, même si on avait la caméra. Donc je dirais qu'on a, à un moment donné, moi au début, je suis plutôt une sanguine. Je dis tout de suite, j'ai tout de suite envie de dire ce que je ressens, ce que je pense, et puis ci, et puis ça. Et à Cram, c'est pas du tout le même rythme. Donc j'ai compris une fois que j'allais un peu trop loin, et on s'est un peu énervé. Moi, je me suis barrée du studio. On a une porte bien en fer qui a fait bien du bruit. Puis au bout d'un moment dehors, j'ai dit qu'est-ce que je fous là? Il faut que je revienne au studio. Et donc je suis revenue, je me dis ok, donc il va falloir que j'apprenne un truc, c'est de mettre un sas entre mon feu créateur, on va l'appeler comme ça, et la réalité de l'autre. Donc apprendre à patienter, apprendre
à co-créer avec quelqu'un. Et à la fois, il y a eu des moments que j'ai trouvé très violents de la part d'Akram quand il m'a dit, Akram a parlé à Suzanne en disant j'aimerais bien qu'elle soit plaquée contre le mur. Et j'apprends ça de Suzanne, j'en revenais pas. Je dis ok, je suis actrice, mais là je suis pas actrice tout à fait, puisqu'on co-crée ensemble. Mais je me suis dit, il y avait une partie de moi actrice en me disant non mais accepte, ok, on va explorer cette idée-là et puis voir si ça marche ou pas. Et ça a mis du temps à marcher, mais ça a marché après parce qu'ils ont changé la taille de la scène de vélo, mais c'était un enfer total, c'était la torture. Et c'est drôle parce que je l'ai montré à Wajdi Mouawad, qui est un réalisateur, un auteur et un metteur en scène. Et il a éclaté de rire à ce moment-là. Il disait mais c'est fou tout ce qu'on peut faire vivre aux acteurs et on ne se rend pas toujours compte. Et c'est vrai qu'on ne sait pas trop ça, les hauts et les bas qu'on vit les acteurs, parce que c'est hyper physique, que bon, au cinéma c'est du matin jusqu'au soir à répéter on recréer les mêmes émotions ou en faire d'autres, donc c'est quand même très difficile et en répétition aussi. Les danseurs ils ont une vie de dingue, quoi, de dingue. Mais quand il y a des émotions, c'est vrai que c'est rare de voir les mouvements et l'émotion ensemble. Et c'était là la difficulté, c'était là à la fois l'excitation, parce que comment je trouve un pont vers toi, qui est si différent de moi, qui part du corps, alors que moi je ne pars pas du corps, quoi, sinon je suis complètement séparée en deux. Moi je pars de l'intérieur et mon corps fait par rapport à mon intérieur. Mais alors commencer par le corps, pour moi c'était un mystère. Et le fait que Suzanne Batson pointe du doigt en disant « commence par la sensation », tout d'un coup, ça a remis en question aussi Akram. Comment il commence à rentrer dans l'émotion et il va créer son mouvement. Donc ça remettait complètement en cause par rapport à tout ce qu'il a fait toute sa vie en chorégraphie. Parenthèse, il y a des choses qu'on voit dans la répétition où on se dit « ok, il tente ça, mais en fait ça ne marchera pas ». Par exemple, la marche sur le mur. Quand je suis comme ça dans la répétition, quand même, c'est pas exactement le même niveau d'aboutissement. Quand on dit. C'est un exemple de nos créations de figures où on s'amuse finalement et on cherche. Et à un moment donné, bon, alors là, c'est vrai que c'est passé plus par la forme et ensuite on l'a intégré à l'ensemble. Et parfois on est obligé de faire ça aussi. Alors qu'au début, on a commencé par des mots qui venaient de nous, c'est-à-dire, c'est des exercices très connus, hein, aussi aux États-Unis, on dit I see you as, et puis on dit I see you as, et puis on dit ce qu'on ressent. Et on dit I need you as, ou I need you too. Donc, on a marqué tous ces mots comme ça, et à partir de là, on a essayé d'improviser à partir de mouvements qui venaient de ces mots-là, mais qui sont vraiment des mots qu'on ressentait nous. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à faire des sortes de petits fragments d'émotions, on va dire, ou danser. Et après on les a mis dans notre fameuse histoire, mais c'est vrai que l'écriture est venue au bout d'un moment parce qu'on avait besoin d'une structure aussi narrative, enfin, oui et non, parce que on saute aussi, c'est comme dans un film, on saute d'une scène à l'autre, et il y a ce montage-là Mais je sais qu'Akram était un petit peu frustré du côté chronologique de la pièce, d'ailleurs, je ne l'ai pas enlevé, hein, c'est vraiment là, dans le film, parce que il aime plus brouiller les pistes. Mais moi j'étais de l'avis de Suzanne et c'est vrai que je me suis mis souvent en retrait des conversations parce que d'abord je voyais qu'il y avait une bonne conversation et quelque part Suzanne elle était mon paratonnerre parce que je voulais pas avoir un conflit avec Akram. Donc Suzanne était un peu un arbitre. Et j'étais souvent en accord avec Suzanne. C'est bien d'être d'accord avec l'arbitre. Personne n'a suivi Roland Garros, mais petite leçon pour Valero qui a accusé l'arbitre femme.
dans le propos le plus sexiste du Roland Garros en cours. Ouais, insupportable. Allez, les deux dernières. Bonsoir. Merci, c'est vraiment très très beau de voir ce travail. Et ma question, ça serait comment, quand Sophie est arrivée, comment vous avez développé une conversation de monteuse, réalisatrice à partir du fait que vous ne vous connaissiez pas et à quelle allure les choses avançaient pour cette compréhension mutuelle qui en a fait la première partie. Moi, je vais répondre en premier après si tu veux. J'étais très heureuse en fait de l'arrivée de Sophie, à un moment donné, parce que il y avait un regard neuf chez elle. Elle avait une vision un petit peu de ce qu'elle ressentait, et je l'avais aussi. C'est-à-dire, pour moi, le film n'était pas terminé. Pour Sophie Brunet, elle lui semblait vraiment qu'on était vraiment à la fin, alors que moi, je ne ressentais pas ça du tout. Et le fait que Sophie, à un moment donné, soit de cet avis-là, ça m'a rassurée terriblement. Et donc, on a commencé à se mettre au travail. Et ce qui a été formidable, c'est que Sophie était d'accord pour revenir dans des roches qui me semblait important de revenir, de se remettre en question sur certaines choses. Et donc cette histoire de mur, Sophie avait l'idée de suivre, d'avoir notre fil rouge qu'on sentirait en dessous sur le mur et ses différentes en fait, expressions. Puisque c'est venu d'une improvisation que j'ai faite, si vous vous souvenez, au début du film, où je roule contre le mur avec des sortes de pleurs. Et Akram remarque ça, on me dit « Ah ouais, c'est incroyable, tu as fait ce truc-là, ce serait bien d'imaginer quelque chose avec un mur. » Donc il avait déjà l'intuition. Moi, j'étais trop dedans jusqu'en haut. Donc, et petit à petit, c'est venu, et le fait d'avoir eu des conversations avec Annie sur le mur, fait que on a eu un mur au fond de notre salle de répétition, etc. Et c'est vrai que quand il a fallu resserrer, de toutes les façons, je ne sais pas si tu te souviens, mais en 2 jours, c'était l'épée de l'archange Michael qui tout d'un coup devait donner des grands coups. Mais quelque part, moi, on n'a pas eu du mal à couper, parce que souvent on parle des réalisateurs qui ont du mal à couper, mais moi j'ai l'impression d'être vraiment libérée de ça, parce que je savais que le film existait de toutes les façons. Le film d'1h40 existait. Donc j'avais pas la peur de couper les choses. Je voulais juste être, quelque part être efficace, mais sans couper des moments d'humanité, de fragilité, de la porosité de ce qui se passe, pour que ce soit un chemin émouvant et pas que efficace. Donc, c'est toutes les questions qu'on s'est posées au fur et à mesure du film, le début restant pour moi la grande difficulté. Et ce qui a été formidable, parce qu'au début il y avait 2 films, donc le documentaire finissait par le mur avec les balayeurs, et parce qu'on avait plusieurs fins possibles, mais celui-ci nous plaisait le plus, et j'avais l'autre film qui commençait par un mur, et à un moment donné, comme il fallait en faire un film, les 2 films, un film, j'ai eu l'idée, en fait j'ai demandé un essai d'un ami qui fait des VFX, de faire un essai des 2 murs qui se transforment du passage de l'un à l'autre, et ça marchait bien. Et à ce moment-là, ça glissait vers la représentation. Une dernière ? Je voulais dire non. Vas-y, Sophie. Non, pas grand-chose, mais c'est vrai que moi, quand même, j'ai eu le beau rôle d'arriver à un moment où il y avait déjà quand même un montage. Même si, en effet, je pensais aussi, comme toi, qu'il y avait encore du boulot. Mais je pense qu'aussi, l'autre Sophie, elle a vu les 180 heures de rush, elle a tout prémonté. Moi, j'ai vu dans le projet, tout avait été prémonté. Il
Il y a eu un premier bout à bout de 9 heures. Enfin, voilà, donc forcément, il y a un épuisement aussi, quoi. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle avait un peu de mal à dire on retourne dans les rushs, quoi. Non, c'est pas le principe, hein, le retour jamais dans les rushs. C'est vrai que moi je trouve que non, il faut toujours pouvoir retourner dans les rushs, bien sûr, parce que, pour moi, parce qu'en effet, on peut avoir laissé des choses, voilà, il ne faut jamais. Donc voilà, du coup, bon, alors oui, pourquoi j'ai aussi comme juge précisé que, en fait, Sophie, elle avait un autre projet qui démarrait. D'ailleurs, avec Jean-Xavier de l'Estrade qui a réalisé Staircase. Et donc, elle ne pouvait pas finir. C'est aussi pour ça que je suis arrivée. Voilà. Et c'est elle qui m'a présenté à Juliette. La dernière. Oui, je voulais vous remercier déjà je ne connaissais rien du film avant de venir. Je savais juste que c'était sur un spectacle de danse que vous aviez fait. Je ne connaissais pas ce spectacle. Je n'avais pas vu la bande-annonce, donc je ne connaissais rien. Donc j'ai découvert au fur et à mesure. Et au début, je pensais qu'on allait voir des répétitions et puis que ça allait s'arrêter. Et plus ça allait, plus je me disais, zut, mais ça va être frustrant de ne pas voir le spectacle. Parce que je ne savais même pas la durée du film. Et donc quand commence le spectacle, je me suis dit, on va en voir des petits bouts. Puis plus ça allait, plus c'était plus que des petits bouts. Enfin, c'était un ravissement de découvrir au fur et à mesure tout ça. Bon, ma question n'a rien à voir. Et c'est aussi parce que ici, j'ai vu 2 documentaires sur des gens qui préparent un spectacle. Et on ne voit pas le spectacle. Et je me suis dit, mais pourquoi je viens en voir un 3e? C'est tellement frustrant. Enfin bref, ce que je voulais vous demander, c'est, il y a dû y avoir un avant, forcément, un avant et un après ce spectacle dans votre vie d'actrice. Qu'est-ce que ça a changé dans votre façon de jouer? Est-ce que ça a créé des frustrations de ne pas pouvoir danser dans tous vos rôles? Comment vous avez appréhendé votre métier d'actrice après ce spectacle? Non, j'étais contente de revenir à un terrain connu, où il ne faut pas être essoufflé, forcément, où on a pas mal, où il n'y a pas besoin de massage à la fin du spectacle parce qu'on est cassé. Non, j'ai un rapport à la peur qui était un peu différent. Je pense d'avoir été 120 fois face à une espèce de saut dans le vide à chaque fois, à pas savoir si j'allais passer le spectacle, si j'allais revenir sans une blessure, si j'allais revenir avec une blessure. Voilà, c'était plus ça le challenge. Et puis, mine de rien, même s'il avait décéléré son rythme d'enfer, c'était quand même un rythme assez rapide pour moi. Donc, j'espérais que je pouvais suivre. Donc je vais faire un truc très bizarre, mais c'est au Sable d'Olonne, où je reviens. L'exploitant, François, que tu dois connaître au Sable d'Olonne, il est peu connu, il dit, s'il vous plaît, mettez 5 étoiles à Allociné, qui est vraiment, les spectateurs vont voir Allociné, il paraît qu'ils ne lisent plus les critiques. Donc si vous avez aimé, ne vous gênez pas. J'ai fait mon petit truc d'Allociné. Oui. Et Letterboxd, pareil, n'oubliez pas. Merci beaucoup, Juliette Binoche et Sophie Landonnet.